Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et au programme d'aujourd'hui, Le Désespéré de Gustave Courbet. Ce chef-d'œuvre du réalisme français a été vendu en 2014 à Qatar Museums dans la plus grande discrétion. Le sujet a ressurgi dans l'actualité à l'automne dernier, soulevant avec lui une série de questions, notamment sur le cadre juridique de cette vente. On en parle tout de suite dans Art et Marché. C'est une vente qui est passée inaperçue, mais qui a engendré une levée de boucliers de la part du monde de la culture. La vente du tableau Le Désespéré de Gustave Courbet au musée de Doha, au Qatar, aurait été vendue en 2014 pour un montant de 50 millions de dollars. La vente soulève beaucoup de questions, et notamment celle de la conservation des chefs-d'œuvre sur le territoire national. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir en plateau l'avocate spécialiste en droit de l'art, Marine Lebihan. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Sybille. Alors, une des grandes critiques autour de toute cette histoire, c'est effectivement le manque de transparence. Quel a été le cadre? Est-ce qu'on sait quel a été le cadre de la vente en termes juridiques? Et est-ce qu'il y avait des contraintes liées à cette vente en 2014? Alors, la vente de 2014, il faut savoir que c'est la vente d'un particulier, une héritière en fait du mécène de Gustave Courbet qui avait acquis le tableau après le décès de Gustave Courbet. Donc cette particulier qui s'appelle Madame Monique Cusenier-Cugnier a vendu en 2014 le tableau à la Qatar Museums Authority. Donc c'est une vente de gré à gré entre un particulier et un État étranger. Donc, aucune information à ce moment-là n'a fuité, puisque aucun des intéressés n'a déclaré, n'a dévoilé en fait cette vente. Donc, cette vente est parfaitement légale. Il n'y avait aucune raison d'en être informé à l'époque. Donc, la vente est passée tout à fait inaperçue, oui. Oui, et parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de contraintes liées à ça. C'est-à-dire que si moi, je suis un particulier, j'ai envie de vendre un tableau à n'importe quel État dans le monde, je peux le faire sans prévenir qui que ce soit. Tout à fait. Il n'y a aucun signalement à faire à ce moment-là. Il s'agit vraiment d'une vente de gré à gré entre deux personnes. Et il n'y avait pas non plus d'éléments dans le contrat particulier, en plus de juste la vente. On ignore totalement les conditions de cette vente, qui a très certainement été contractualisée, mais c'est un document qui est privé et qui n'a pas à être communiqué. Donc, moi, je n'ai en tout cas, à titre personnel, aucune information sur cette vente. Les seules informations que nous avons ont été livrées par la presse, c'est-à-dire le nom de la vendresse, le nom de l'acquéreur et le prix du tableau, qui apparemment s'élèverait à environ 50 millions d'euros. Une autre information qui est parue dans la presse, c'est celle de l'intervention de deux intermédiaires qui auraient acquis le tableau avant de le revendre à l'État du Qatar. Mais ce sont les seules informations que nous avons par voie de presse. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ce tableau est aujourd'hui au musée d'Orsay et qu'il y a donc il y aurait eu ce contrat de garde alternée entre le musée d'Orsay et le groupement de musées à Doha, au Qatar. Qu'est-ce qu'on sait de ces échanges? Alors, là encore, nous n'en savons que ce que la presse en a dévoilé et ce que le ministère de la Culture veut bien en communiquer. De façon vraiment épisodique et voilà et vraiment le ministère de la Culture ne s'épanche pas sur cette question-là. Donc le tableau actuellement est exposé au musée d'Orsay. Il a vocation à y rester pendant 5 ans jusqu'en 2030. Qui verra a priori l'achèvement de la construction d'un musée à Doha, le Art Mill Museum. Et donc en 2030, le tableau a vocation à retourner au Qatar pour y être exposé. Il y a une convention qui a été signée entre le musée d'Orsay et la Qatar Museums Authority, qui prévoit que le tableau sera donc exposé pendant 5 ans en France, puis qu'il retournera au Qatar. Et a priori, ce tableau n'a pas de certificat d'exportation définitif, donc il a vocation, après son exposition à Doha, à retourner en France, d'où l'expression que vous utilisez de garde alternée et de garde partagée. Toute la question, en fait, et la polémique repose sur cette autorisation d'exportation temporaire qui sera accordée au Qatar pour pouvoir exposer en 2030 le tableau, qui a peut-être d'ailleurs déjà été accordé, et qui en fait, cette autorisation, c'est un dévoiement des textes, il faut vraiment le dire, parce que à l'origine, l'autorisation temporaire est prévue
pour des fins de restauration, pour des fins d'expertise, de participation à une manifestation culturelle, mais n'a pas vocation, en fait, à intégrer la collection du propriétaire. Le certificat qui aurait dû être accordé, c'est un certificat d'exportation définitive. Oui, parce que dans tous les cas que vous citiez, le propriétaire est le pays même. C'est pas le pays c'est le pays d'exportation qui est propriétaire. Là, c'est dans un cas tout à fait différent. Voilà. Alors, il faut bien imaginer que la raison pour laquelle cette convention et cette autorisation d'exportation temporaire ont été mises en place, c'est parce qu'en cas de demande de certificat d'exportation définitive, l'État français aurait été obligé, au regard de la nature de l'œuvre, de s'opposer à l'exportation, de classer le désespéré comme trésor national et de faire une offre d'acquisition dans le délai de 30 mois à compter de ce refus de certificat d'exportation. Oui, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a eu un manque de transparence. C'est qu'en fait, comme ce tableau pour l'instant est resté sur le territoire français, il n'y a eu aucune demande de réaliser. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, il n'y a pas de trace. Exactement. Et donc, la France ne peut pas, pour l'instant, s'opposer à la demande de certificat, puisqu'a priori, aucune demande de certificat d'exportation définitive n'a été demandée. Mais moi, ce que je soupçonne, c'est que le Qatar a été fortement encouragé à ne pas demander de certificat d'exportation définitive, parce que d'une part, l'État français aurait été obligé de s'opposer à la demande, ce qui diplomatiquement est très délicat compte tenu des relations que nous entretenons avec le Qatar, et l'État français aurait été obligé d'acquérir l'œuvre. On parle de 50 millions d'euros, ce qui représente à peu près le budget annuel d'acquisition de tous les musées nationaux français. Donc, un budget qu'il aurait été difficile de rassembler. Conséquent. Parce qu'au-delà de cette catégorisation de trésor national, avec tout ce qu'il y a derrière comme lourdeur administrative, est-ce qu'il y aurait une autre manière de garder ce trésor national, de garder cette œuvre sur le territoire? On peut aussi le classer au monument historique. Oui. Mais sur le plan diplomatique, les conséquences seraient les mêmes vis-à-vis du Qatar et donc la solution n'aurait pas été idéale non plus. Mais la seule façon effectivement de s'opposer à la sortie d'un trésor national tel que le désespéré, c'est au moment de la demande de certificat d'exportation définitive de s'y opposer. Et en tout cas, ce qu'il y a eu comme réponse de la part du ministère de la Culture, c'est qu'en tout cas, ils sont tout à fait dans leur droit et ils n'étaient pas obligés à l'époque de l'échange en 2014 d'interférer. Exactement. Sur le terrain de la vente, ça, je vous suis totalement. Maintenant, sur cette convention qui a permis d'exporter temporairement, en tout cas qui va permettre d'exporter temporairement un tableau, il faut savoir que l'exportation temporaire, normalement, est prévue pour une durée proportionnée à l'objet de la demande. On ne sait pas encore combien de temps le tableau va rester exposé à Doha à partir de 2030. Mais une exposition temporaire a vocation à être temporaire et donc ça ne pas. En fait, le texte a été utilisé de façon détournée, mais peut-être que c'était la moins mauvaise solution dont disposait le ministère de la Culture, ça je vous l'accorde. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça laisse une porte ouverte, en tout cas matière à réflexion autour de ce statut de trésor national, parce qu'il y a tellement de lourdeur autour. Et donc il y a ce sénateur, Jacques Grosperrin, qui propose d'émettre une nouvelle loi pour peut-être trouver une nouvelle manière d'accueillir, en tout cas de préserver ces chefs-d'œuvre sur le territoire, afin de peut-être trouver une autre voie que ce trésor national. Alors, il faut savoir que Jacques Grosperrin, déjà, c'est un sénateur du Doubs, donc de la région de Courbet. Il est également vice-président de la commission de la culture au Sénat. Et en fait, il a été fortement invité par la ministre de la Culture, Rachida Dati, à l'époque, à déposer une proposition de loi, puisque en séance, il l'a interpellé sur cette vente et cette exportation temporaire. Et la ministre de la Culture l'avait répondu, on était en janvier 2026, que c'était la loi et que si la loi ne lui convenait pas, il fallait la changer. Donc il l'a prise au mot. Et effectivement, il a déposé en mars 2026 une proposition de loi qui... le texte prévoit que la définition de trésor national serait élargie, notamment pour y inclure des œuvres d'artistes français qui seraient établies par voie réglementaire, d'ailleurs sans condition d'ancienneté, et qui obligerait les propriétaires privés d'œuvres, donc de super trésors nationaux, il appelle ça, à déclarer à l'administration toute vente ou toute aliénation, afin que l'État puisse préempter l'œuvre et se substituer à l'acquéreur ou au nouveau propriétaire.
Et ça parmi même toutes les ventes gré à gré, par exemple. Alors, toutes les ventes de gré à gré concernant certaines œuvres qui présentent un intérêt qu'il qualifie d'exceptionnel pour le patrimoine national. Alors, se pose la question, alors c'est un texte qui mérite très certainement encore d'être examiné, d'être amendé, mais comment serait établie cette fameuse liste ? Sur quels critères ? Exactement, sur quels critères ? Alors, il parle d'œuvres d'artistes français, mais moi j'estime en tout cas que nous avons certainement en France, entre des mains privées, des œuvres d'artistes étrangers qui présentent un lien avec notre histoire ou notre territoire et qui mériteraient d'y rester aussi. Et puis, c'est une préemption qui interviendrait dans un délai de 3 mois, un délai très bref, en comparaison du délai de 30 mois dont bénéficie actuellement l'État pour acquérir en cas de refus de certificat. Et puis, c'est un texte qui s'appliquerait même si l'acquéreur est en France. Oui, finalement. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'est pas prévu que l'État se substituerait si l'acquéreur est domicilié à l'étranger. C'est-à-dire que même si l'acquéreur est en France, l'État se substituerait à l'acquéreur pour acquérir le bien. Parce que pour l'instant, quand un État, quand il y a préemption, c'est seulement en vente publique. Ah non, pas seulement. C'est lorsqu'il y a justement cette... alors, l'État peut tout à fait préempter en vente publique, mais là, on parle d'acquisition à l'issue du délai de 30 mois. Lorsqu'il y a demande de certificat d'exportation, la demande de certificat d'exportation n'intervient pas nécessairement à l'occasion d'une vente. Un particulier qui décide d'exporter l'œuvre pour la déplacer dans une résidence à l'étranger qu'il possède peut tout à fait demander un certificat d'exportation. Ce sont deux choses très distinctes, la vente et le certificat d'exportation, même si très souvent le certificat est demandé à l'occasion d'une vente. Mais effectivement, l'État peut tout à fait préempter en vente publique, mais en vente privée, actuellement, il ne peut pas. Ah oui, c'est bien, c'est ça. On peut, en vente privée, l'État ne peut pas préempter une œuvre. Non, pas du tout. Déjà parce qu'il n'est pas informé. Totalement sous les radars. Exactement. Alors, l'État peut se porter acquéreur s'il est informé de la vente, mais il n'a pas de priorité sur c'est ça, il n'a pas de priorité, etc. Bon, ça, ce serait cette idée-là de donner à l'État cette priorité s'il y avait une vente gré à gré, même au sein du territoire. Tout à fait. Mais alors, moi, je trouve que cette proposition de loi, en tout cas en l'état, à la fois, elle n'atteint pas le but qu'elle recherche et elle va au-delà. Alors, elle va au-delà puisque je vous disais, en fait, l'État pourrait acquérir des œuvres qui ont quand même vocation à rester sur le territoire parce qu'elles sont vendues à des Français. Donc, l'État se retrouvait à devoir acquérir beaucoup plus d'œuvres qu'il ne souhaite peut-être en acquérir actuellement parce que le but de cette loi, c'est d'éviter que les objets quitte le territoire national. Pourquoi est-ce qu'on s'est ému à propos du désespéré ? C'est parce qu'on sait en tout cas, théoriquement, il pourrait quitter le territoire national. C'est ça qui nous émeut. L'œuvre, tant qu'elle était en France, et si elle avait changé de main en France, voilà, le grand public, les amateurs d'art, les hommes politiques, la société civile ne s'en seraient pas émus autant. Donc là, on se retrouve avec ce texte à permettre la substitution à un acquéreur français, voilà, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Et surtout, que se serait-il passé si ce texte existait et qu'on se retrouve face à la vente du désespéré ? Imaginons, on est en 2014. On va devoir faire très court parce que Monique Cusonnier doit vendre le tableau. Elle informe l'État français. L'État français dit « je vais préempter, j'ai 3 mois pour préempter, 3 mois c'est très peu pour réunir les fonds » et surtout, diplomatiquement, les relations avec le Qatar en pâtiraient de la même façon. Bien sûr, et 3 mois pour trouver environ 50 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Merci beaucoup Marine Lebihan. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée dans le droit du marché de l'art et droit de l'art. Merci de nous avoir présenté toute cette affaire et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.